C'est l'heure du sonneur. Et pour ce sonneur, je suis très heureuse de recevoir Xavier Hofer. Bonjour Xavier Hofer. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, criminologue, docteur en géographie géopolitique à l'université Paris-Sorbonne, directeur d'études, enseignant au Conservatoire national des arts et métiers, auteur du livre sur Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture aux éditions du Cerf. Mais aujourd'hui, c'est en tant que criminologue particulièrement qu'on souhaite vous entendre, puisque on a peut-être l'avez-vous vu, chers amis, cette vidéo extrêmement choquante. Ça s'est déroulé dimanche dernier, dimanche 30 mars. Une trentaine d'individus, tous vêtus de noir, ont attaqué 2 véhicules de la police municipale qui étaient stationnés dans la cité des Francs-Moisins, en Seine-Saint-Denis. Propose de voir cette vidéo avant de la commenter. Pour ceux qui n'ont pas l'image, je vais vous expliquer ce qui se voit en même temps. Alors voilà, on va voir la vidéo dérouler. C'est la folie. C'est la folie. Regardez comment ils vont casser les voitures des policiers. Le jour de l'Aïd, wesh. Non, c'est pas bon. Nos voitures à Lima. Nos voitures. Nos voitures à Lima. Ta voiture, elle est où? La police, elle part. Ah, donc une vidéo de 50 secondes environ. On voit une vingtaine de silhouettes, toutes vêtues de noir. Vous le voyez ici, pour ceux qui l'ont vu, mais je le décris pour ceux qui n'ont pas l'image, brandissant des barrières, des barres métalliques et des barres de fer, courir vers notamment 2 véhicules de camionnettes sérigraphiées de la police municipale qui sont à l'arrêt. Des hurlements se font entendre au pied de l'immeuble, vous l'avez entendu aussi, et on entend la riveraine qui accompagne ce déchaînement de violence. Elle dit « Regardez, c'est la folie, comment ils vont taper des voitures des policiers le jour de l'Aïd, non, c'est pas bon ». Voilà ce qu'on voit. Évidemment, on a du mal à comprendre ce qui s'est passé. D'ailleurs, l'élu communiste de la commune, Sophia Boutry, a expliqué qu'elle ne sait pas bien vraiment ce qui s'est passé en amont. On a aussi une élue adjointe en charge de la sécurité et de la prévention, Gwenelle Badouf-Douchez, qui dit que 2 policiers étaient seuls dans leur véhicule. Ils n'étaient pas armés. Ils ont été très choqués. 3 scooters avaient été abandonnés par leurs propriétaires, venaient d'être récupérés par la police. Une douzaine d'agents les tenaient sous bonne garde avant qu'ils ne soient embarqués. Et c'est à partir de là que l'intervention vrille, explique l'adjointe. En tout cas, on ne comprend pas comment on peut arriver à un tel niveau de violence. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une mise en danger de ces policiers en France, je le rappelle. Et c'est pourquoi on a fait appel à Xavier Hofer. Xavier Hofer, quelle est votre analyse? Alors, d'abord et tout simplement, de telles scènes se produisent tous les jours partout en France. Celle-là a choqué parce qu'elle a été filmée et qu'on l'a vue, Oui. mais ça arrive partout en France, même désormais dans de petites villes, même désormais dans des villages, partout en France, et tous les jours. Tous les jours, 20 personnes avec des barres de fer contre la police. Bien sûr. Évidemment, quand ce n'est pas des cocktails Molotov et quand ce n'est pas des mortiers d'artifice. Nous avons une base documentaire qui rassemble tous ces faits-là. Chaque fois que c'est mentionné, vous savez, dans les petits journaux locaux, les grands quotidiens de province, tous à gauche se gardent bien généralement, sauf quand il y a mort d'homme, d'indiquer ce genre de ce qu'ils appellent des incidents ou des faits divers, qui en réalité sont des actes d'insubordination contre la police de la République française ou la police de la ville en cause, mais ça arrive au minimum plusieurs fois par semaine et certains jours plusieurs fois par jour. Oui. C'est un classique et c'est du quotidien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans un certain nombre de lieux en France, les lieux en question augmentant en nombre chaque année, j'y reviendrai. Dans ces lieux-là, vous avez en permanence une sorte de milice. C'est pas par hasard si les individus en question qu'on a vus là sous nos yeux s'agrègent si rapidement, se rassemblent si rapidement et sont tous vêtus d'une sorte de pseudo-uniforme. Vous avez une sorte de milice qui est composée pour l'essentiel
de ceux qu'on appelle les choufs, les observateurs en arabe, qui gardent les points de deal, qui se rassemblent chaque fois qu'une menace s'abat sur la cité, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire la menace d'une bande rivale venue d'une autre cité menacer le point de commerce des stupéfiants en question, ou alors la police considérée comme une bande adverse. C'est un Ouais. grand classique et ça relève du quotidien. D'accord, mais là, les policiers sont véritablement en danger. On se demande même, d'après l'adjointe, ils n'étaient même pas armés. Comment se fait-il qu'on ne soit pas, si vous dites que ça arrive tout le temps, qu'on ne soit pas mieux préparé à ce genre d'intervention? Mais là n'est pas la question. C'est simplement, il devrait. Alors, en plus, vous avez vu, c'est toujours 30 contre 1. Oui. Hein. Il y a une vingtaine d'individus, 25, on les compte comme ça grossièrement, Mm. et il y a 2 policiers. Donc, ce sont des lâches. Et si une fois, parce qu'ils sont en contact les uns avec les autres, il y a des téléphones portables, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ce que vous voulez, et si une fois le code pénal était appliqué à une seule bande de ces individus, c'est-à-dire que si le code pénal prévoit que de s'en prendre physiquement dans l'intention de tuer avec des armes, qu'elles soient des armes réelles ou des armes par destination comme des barres de fer capables de tuer, si la première bande en question était attrapée, mise en prison pour 5 ans, ça ne se reproduirait plus jamais. Simplement, on n'applique pas le code pénal. C'est Ouais. ça le problème. Alors ça, c'est un... Oui. Les policiers municipaux surtout, ils sont là pour des tâches qui ne... C'est pas le GIGN, vous comprenez? Ils n'ont pas à être physiquement préparés à sauter des immeubles et puis à faire feu avec des armes de guerre. Ce sont des braves policiers de quartier qui sont là pour rendre la vie moins pénible à la population et c'est pas des commandos, quoi. Il n'y a pas lieu de les préparer, alors qu'ils soient en forme physique, ça tombe sous le sens, mais à des missions de guerre, quoi, pour ainsi dire. Et le fait d'être menacé de lynchage par une vingtaine d'individus munis de barres de fer, une barre de fer au minimum, quand vous en prenez un coup asséné avec la vigueur d'un jeune individu d'une vingtaine d'années, ça peut vous fracasser un membre. Bah, Et évidemment. donc, là, vous allez voir, il n'y aura pas d'arrestation. Oui, donc il y a un véritable problème du côté pénal, vous l'avez dit, on va peut-être y revenir après, peut-être faire même une petite comparaison avec ce qui s'est passé, la condamnation, même si ce n'est pas la même chose, du procès des sessions parlementaires contre Marine Le Pen. Mais il y a quand même une question qui se pose. Vous dites qu'ils ne sont pas là pour ça, police de quartier, etc. Mais les blindés, on a été habitués à les voir. On les a vus pendant les manifs Gilets jaunes, on les a vus pendant le Covid. On a vu les blindés. On est capable de sortir des blindés quand on veut, en fait. Donc pourquoi on Oui, n'est pas mais capable de les sortir dans ces banlieues? ça ne se passe pas comme ça. Ce sont des bandes Le terme juste n'est pas bande, d'ailleurs, ce sont des meutes. Vous savez, comme des animaux qui se regroupent brutalement pour en tuer un et en dévorer un et qui se dispersent tout de suite après. L'événement en question, vous l'avez dit vous-même, ça dure 50 secondes. Oui. On ne peut pas maintenir partout en France, dans chaque ville et dans les quartiers en question, des blindés de la gendarmerie en permanence. C'est impossible. Je veux dire, même en Corée du Nord, c'est pas possible. Donc, la solution n'est pas là. La solution, c'est l'application de la loi de manière à ce Des que peines. les individus en question, qui ont quand même le sens vaguement de leur propre... C'est pas tous des docteurs en physique nucléaire, mais ils ont quand même vaguement le sens de leur propre survie et de leur propre confort, Oui. n'y reviennent pas à 2 fois. Je voudrais ajouter quelque chose sur les cités en question. Oui. Euh, le 17 juillet 1983, le secrétaire général de l'Élysée écrit à son président, donc à l'époque François Mitterrand, une note d'alerte pour lui dire qu'il commence à y avoir des cités en France dans lesquelles il y a une sorte d'agitation de jeunes issus pour la plupart de l'immigration. Et il dénombre pour le président de la République, donc nous sommes en juillet 1983, un mois plus tard, il y aura la fameuse marche des beurs, vous savez, donc Oui, bien sûr. le début de la formalisation politique de cette agitation. Et un mois plus tard, donc, François Mitterrand ira aux Minguettes à Vénissieux pour essayer de calmer les choses, de dire oui, bon, pas la peine de se battre, on va prendre le problème en compte. Et vous voyez à quel point le problème a été pris en compte. C'est l'échec le plus dramatique de toute la Ve République. Il n'y en a pas de pire.
que dans la lettre de Jean-Louis Bianco, car c'était lui le secrétaire général de l'Élysée à François Mitterrand, il dénombre les cités en question. Il y en avait à l'époque 22. Et à la fin 2024, le secrétaire d'État à la ville, c'est-à-dire le secrétaire, l'organisme gouvernemental chargé de dénombrer les quartiers en question, en dénombrait à peu près 1400. Donc, entre 1983 et 2024, on est passé de 22 à près de 1400, 1392 ou quelque chose comme ça. Vous voyez à quel point l'échec est monumental. Quand on prend conscience d'un phénomène en 1983 pour le réduire et qu'on dit attention, il y a 22 cités, si 40 ans après, on en est à 1400, enfin voilà, c'est simplement l'échec qui est dramatique. Alors, bien entendu, cet échec s'explique par un seul mot, impunité. Voilà, c'est simple. Mais alors, cette impunité, vous l'avez dit, ça fait quand même de nombreuses années que cette situation existe. On a eu le 4 temps décennies. on a eu le temps de l'analyser. Donc pourquoi finalement continuer d'aller dans le mur en laissant l'impunité? Est-ce que c'est volontaire, volonté de ne pas se fâcher, volonté de ne pas créer un chaos, ou est-ce que c'est vraiment un aveuglement, on va dire, des gouvernements? C'est la trouille. C'est la trouille. Il y a une dizaine d'années de ça, un membre de la Cour régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de PACA, s'étonne de voir la quantité énorme, les masses énormes d'argent, de subventions qui sont balancées sans aucun contrôle à une masse d'associations, notamment dans les quartiers nord de Marseille. Et il dit au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il dit, mais attendez, là, c'est quand même des millions et des millions d'euros qui sont balancés, il n'y a pas moyen. Alors, on a un problème de son qu'on va récupérer. Pardon, Xavier Hofer, nous n'avons plus votre son. On a un petit souci technique. Est-ce que vous-même, vous l'avez Ça y est, ça y est, on vous attend, oui. Voilà. Donc, vous avez des millions qui sont dépensés chaque année, rien que pour Provence-Alpes-Côte d'Azur, à balancer des subventions à des gens dans les quartiers nord de Marseille qui ne donnent aucune espèce de justification de ça. On leur balance de l'argent. Alors là, c'est pas des assistants parlementaires à l'Union européenne, c'est de l'argent des Français en France. Voilà, notamment dans la région Alpes-Côte d'Azur. Et cet homme, donc ce haut fonctionnaire de la Cour régionale des comptes, dit au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais attendez, on ne peut pas balancer de l'argent, j'exige un audit. Et cet homme me l'a dit lui-même, il voit le président pâlir et lui dire d'une voix tremblante, malheureux, vous voulez la guerre civile. Ouais, ça. Voilà. Tout s'explique par la trouille. Oui, mais ça fait beaucoup. Enfin, je veux dire, dans ce cas-là, on évite, pour éviter entre guillemets, une révolte à l'époque, on sont encore assez localisés. On arrive aujourd'hui à une guerre civile à bas bruit dans tous les quartiers. Mais non, c'est moins grave que ça, car vous l'avez vu sous vos yeux. Ça n'est pas une extrapolation. Ce sont des lâches, toujours 30 contre 1. La première fois où quelqu'un leur infligera une leçon dans le cadre, bien entendu, de ce que prévoit la loi de la République. On n'est pas en Corée du Nord, nous sommes dans un état de droit. Ouais, ouais. Et la première fois qu'une leçon leur sera infligée, vous les verrez ramper sous leur lit et aller se cacher. C'est pas la Fédération de France du FLN, à laquelle on a, c'est des racailles de banlieue. Est-ce que vous Donc, êtes juste, pardon, Xavier Hofer, on ne fait rien et naturellement on le paye. Chaque fois qu'il y a une opération comme celle-là, mais j'ai des témoignages de policiers, j'en ai des dizaines, vous avez le préfet qui téléphone au commissaire du coin ou au commandant de la gendarmerie, oulala, pas de vague, attention, non, 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 non. Voilà, donc ça c'est aussi un classique. C'est-à-dire que c'est pas que les forces de l'ordre françaises dans ces 1400 quartiers boxent avec une main dans le dos, c'est qu'ils boxent avec les deux mains dans le dos.
Oui. Alors, une question concernant cette prison. Vous dites il faudrait qu'on applique véritablement les condamnations pénales, les peines pénales qui sont prévues en plus dans le code pénal. Donc, finalement, il suffit d'appliquer la loi. Malgré tout, est-ce que d'abord, bon, on n'a pas forcément les places en prison qu'il faut? Bah, ça, c'est une vraie question. Deuxième chose, est-ce que la prison aujourd'hui ressemble vraiment à une prison? C'est-à-dire que est-ce que nous, on voit des photos d'influenceurs ou des images de vidéos d'influenceurs qu'on n'a pas pu passer ici, parfois même sur le ton humoristique, de prisonniers qui font maintenant chef cuistot, qui montrent leurs meilleures recettes, etc. Est-ce qu'il faut une prison, d'abord plus de places de prison, mais une prison plus dure, ou est-ce que les conditions importent peu? Donc, revenons sur l'essentiel. Oui. À l'heure actuelle, c'est pas la France qui a un problème avec le continent africain. Le continent africain ne supporte pas Monsieur Macron dans son entier, tous autant qu'ils sont. Alors, ils le disent plus ou moins ouvertement, mais Monsieur Macron horripile, exaspère le continent africain. Des fois, il en fait trop, des fois, il n'en fait pas assez, il n'a jamais le ton juste. Quand il en fait trop, c'est quand il arrive à Alger et qu'il commence à se rouler par terre en hurlant au génocide, aux crimes contre l'humanité, etc. Il se trouve que j'ai eu de nombreux étudiants algériens. Alors, à l'Institut de criminologie, vous imaginez, ils vont pas devenir bonnes sœurs ou plongeurs sous-marins. Ils ont des fonctions, après ça, dans la sécurité. Donc, un monsieur qui a de très hautes fonctions dans la sécurité en Algérie, qui est de mes anciens étudiants et qui est un ami, m'appelle le soir même en me disant, mais il est fou, Macron, on lui a jamais demandé ça. Il dit, nous, la population en Algérie, elle a moins de 30 ans. Quand on lui rappelle les guerres des guerres coloniales, c'est comme si toi, donc moi, passais ta vie à parler de la bataille de Verdun à tes étudiants. C'est pas le sujet, on s'en Ouais. fout. Le problème, il y a d'autres problèmes entre la France et l'Algérie, mais pas celui-là. Et puis quand il en fait pas assez, c'est quand il est, comment dire, au Burkina Faso et qu'il est en conférence de presse avec le Premier ministre et qui lui dit, il fait chaud ici, tu peux pas aller régler l'air Oui. conditionné. Voilà, donc il est toujours à tort et à travers. Cet homme-là ne comprend pas l'Afrique, ne sait pas ce que c'est que l'Afrique, traite les Africains comme des galapias, et en conséquence de quoi, il ne faut pas s'étonner que chaque fois que sous M. Macron, la France demande quelque chose à l'Afrique répond non, c'est pour l'enquiquiner, Mm. parler poliment. Hein. Oui, là, Et pardon, par vous faites conséquent, référence, j'essaie juste de faire le lien pour que tout le monde comprenne bien, vous faites référence aux demandes de renvoi d'OQTF, notamment. alors j'y venais, à partir de ce moment-là, il faut savoir que sur les 64 000 places qu'il y a effectivement dans les prisons françaises, il y en a à peu près 15 000 qui sont occupées par des étrangers, c'est-à-dire des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire français. Nous sommes un État de droit. Là-dedans, il y a peut-être 2 ou 3 000 individus dont le sort douloureux fait qu'on ne peut pas les renvoyer chez eux tout de suite. À partir du moment où des accords sont trouvés avec les pays en cause, et vous imaginez bien qu'une immense majorité d'entre eux, c'est le continent africain, eh bien, à partir de ce moment-là, vous avez 15 000 places ou 12 000 ou 13 000 tout de suite dans les prisons. Il n'y a pas de place, il n'y a pas un manque de place dans les prisons, il y a un mauvais usage des prisons françaises, à savoir qu'elles sont à un tiers pleines d'individus qui n'y ont rien à faire. C'est ça le problème. Alors, voilà, donc il faut faire de la bonne diplomatie. Les pays en question, j'y vais souvent, mais chaque fois que j'y vais, ils me font bien préciser que c'est pas au titre de la France de Monsieur Macron, c'est à titre personnel, parce que ces pays-là, Monsieur Macron les insupporte. Oui. Voilà. Ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a eu des présidents avec lesquels il y avait des rapports estimables, si vous voulez, ou des rapports fonctionnels, mais là, tel n'est pas le cas. Donc, le problème de l'Afrique, c'est le problème de Monsieur Macron. Le jour où il s'en va, où il retourne à ses chères études, le successeur de Monsieur Macron, en 3 ou 4 visites, arrangera les choses à 80%. D'accord. Et donc finalement, tout ça, tout ce qui se passe aujourd'hui en France et notamment dans nos banlieues et ces violences dont on a parlé, demande une application des peines et une diplomatie raisonnable Et de notre demande, côté. et demande surtout à ce qu'on ait des ministres qui ne soient pas des candidats à ceci et Eh cela en oui, oui. permanence et qui donc ne font pas leur boulot. Moi, tout ce que dit M. Retailleau m'enchante, sur le terrain, zéro, quoi. Il n'y a rien qui se passe.
Oui. Je vais vous donner un exemple de l'effectivité du travail de M. Darmanin à la justice. Oui. Pas plus tard que la semaine dernière. Vous aviez d'une équipe, sans doute les mêmes ou à peu près qu'on a vu sur la petite vidéo tout à l'heure, des lascars de banlieue qui vont attaquer dans les Hauts-de-Seine une boutique de téléphonie et qui partent avec ils volent, ils braquent, c'est un braquage où ils partent avec une cinquantaine de téléphones haut de gamme. Et l'un d'entre eux est attrapé. Voilà. L'article en cause du code pénal dit que pour un vol à main armée avec une arme et des violences, c'est 20 ans de réclusion criminelle et 750 000 euros d'amende. Alors ça, c'est la théorie. Oui. Et quand vous voyez M. Darmanin faire le matamor, il dit que attention, avec moi, vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été jugé, il a pris 4 ans de prison, dont 3 avec sursis et l'année ferme sous bracelet électronique. Oui, donc ça veut dire C'est-à-dire rien que du tout. pour un acte grave, c'est-à-dire le fait d'entrer dans une boutique, de traumatiser des gens, de les menacer avec une arme et d'y piller des biens réels appartenant à la boutique en question, 0 jour de prison effective. De même, les auteurs j'en ai tous les jours comme ça dans notre base documentaire et j'en termine là-dessus. Quelque part dans le sud-ouest, 2 toxicomanes, un couple de toxicomanes qui vient de se livrer à 22 cambriolages, 22 fois. Ils sont entrés chez des gens, ils ont pillé des biens, ils sont partis, ils finissent par être arrêtés, ils sortent de la gendarmerie avec une convocation au tribunal. Qu'est-ce que c'est qu'une convocation au tribunal? C'est une autorisation à bonne et due forme de continuer à voler, quoi. Ils sortent les mains dans les poches. C'est comme ça tous les jours en France. C'est-à-dire que les menaces sont proférées en l'air et sur le terrain, il ne se passe rien. Un proverbe chinois qui est très beau dit « le mot chien ne mord pas ». Voilà, donc voilà, c'est le mot chien qui ne mord pas, c'est ça. C'est M. Darmanin et M. Retailleau qui Mais les juges aussi, les juges qui n'appliquent pas les peines. Parce que là, pour le coup, c'est pas de la faute de Darmanin. Comment? Il y a également les juges qui n'appliquent pas les peines. Oui, mais attendez, il a quand même des moyens. Vous savez, tout le monde en France. Alors, le nombre de futurs magistrats que j'ai formés à l'Institut de criminologie, laissez-moi vous dire que le ministre, il a quand même des moyens de se faire entendre et de se faire écouter de sa justice. Les magistrats n'ont qu'une seule idée dans la tête, tous autant qu'ils sont de droite, de gauche, c'est leur carrière. Alors, à partir du moment où vous avez une influence sur leur carrière, si le premier qui donne des peines laxistes se retrouve à pamier au divorce, eh bien, j'aime mieux vous dire que les autres se le tiennent pour dit. Voilà, il y a moyen de faire appliquer une politique judiciaire en France. Mais, une fois de plus, il faut ne pas avoir la trouille, il faut être ferme. Merci beaucoup, Xavier Roffer, pour toutes ces analyses autour de ces violences que l'on a pu voir ici en images. Dans la commune de Front-Voisin. Mais comme vous l'expliquiez, c'est un peu partout en France et tous les jours. Merci encore Xavier Roffer, je rappelle criminologue. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.